On va parler de la liberté financière. La liberté financière, sujet très, très intéressant, un sujet qui touche toutes les couches sociales. Peu importe où tu te trouves, tout le monde pense, tout le monde ne jure que par la liberté financière. Ouais, mais est-ce que c'est tout le monde? Il y a d'autres personnes qui sont à l'aise dans leur routine. Tu penses que c'est tout le monde qui pense à ça, à la liberté financière? Bon, d'une certaine manière, tout le monde n'a pas encore pris conscience de ça, mais d'une certaine Mhm, manière, tout le monde veut avoir une certaine indépendance financière. Tout le monde veut gagner de l'argent d'une certaine mhm, manière. Donc, même mhm. si c'est pas tout le monde qui pense à ce terme liberté financière et à tout ce que ça implique, j'imagine que c'est un sujet qui peut intéresser tout le monde, quel que soit le niveau de carrière où il se trouve. Ouais, mais pour l'intérêt, ouais. Et là, ça intéresse tout le monde parce que, étant être humain, on aspire à cette liberté, tu vois. Mais la réalisation qu'on on veut cette liberté, où on travaille dans cette direction, c'est autre chose. Euh, Gagner de l'argent, ça n'a rien à voir avec la liberté financière. Parce que beaucoup de gens commencent par là. C'est la survie, survivre, c'est-à-dire gagner de l'argent. Et parce que après, la liberté financière, c'est un autre niveau. C'est une autre étape où on ne fait plus que survivre. Et maintenant, on est vraiment libre. C'est-à-dire, quand je pense à la liberté financière, je pense à une personne qui est libre financièrement. C'est une personne qui peut décider de son temps. Une personne qui peut décider de son programme, tu vois. Une personne qui peut décider quand il se réveille, quand il va dormir. Et cela n'affecte pas, en fait, euh, euh, sa vie financière, ses décisions. Donc, Comment tu définis la liberté financière et comment tu différencies ça à l'indépendance financière? euh, d'abord, la liberté financière, elle est différente par rapport à chacun d'entre nous. La définition que moi j'ai, par exemple, de la liberté financière ne sera pas la même définition pour quelqu'un d'autre. C'est un exercice que chacun doit définir en fait. Chacun doit définir pour dire, oh, ça représente quoi la liberté financière pour moi? C'est quoi en fait la liberté financière? Ça, c'est la première étape normalement, de définir c'est quoi la liberté financière pour soi, tu vois? Et ça passe par les objectifs qu'on se fixe soi-même. Par exemple, liberté financière pour moi, c'est de me réveiller, c'est comme je t'ai dit, c'est de me réveiller quand je veux, d'aller dormir quand je veux, et cela n'affecte pas ma vie financière. Ça veut dire que je peux passer plus de temps avec ma famille, ça ne me dérange pas, parce que cela ne m'affecte pas financièrement. Il y a un adage, il y a quelqu'un d'intéressant qui a dit cette phrase, dit, si tu dois, je t'avais dit ça même l'autre fois, si tu dois faire l'argent, si tu dois générer de l'argent que quand tu es réveillé, tu vas mourir pauvre. Ça veut dire que, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font cet échange entre le temps et l'argent. Je vais au travail de 8 heures à 17 heures et à la fin du mois, on me paye. Pendant 5 jours de la semaine, à la fin du mois, on me paye. Ça veut dire, je suis en train d'échanger mon temps avec de l'argent, n'est-ce pas? Et si tu continues à faire ça, tu ne deviendras jamais riche. Tu dois pouvoir gagner de l'argent sans pour autant vendre ton temps. Et c'est intéressant ce que tu dis. Gagner de l'argent sans pouvoir vendre son temps. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui dans notre société. Beaucoup vendent leur temps pour gagner de l'argent. Ils passent 8 heures du temps à travailler, 8 heures du temps au bureau. Et à la fin du mois, comme tu l'as dit, ils ont de l'argent. Et est-ce que tu penses pas que ce serait aller un peu à l'encontre de ce que le système a déjà mis en place? Par exemple, dans certains pays, tu as ce qu'on appelle le SMIC ou le salaire minimal qui est déterminé sur une base horaire. Maintenant, Mhm. si on devrait mettre en place une idée assez révolutionnaire, comment on pourrait changer Mhm. ça pour permettre En justement fait, aux gens d'avoir cette liberté financière? il y a deux choses. Il y a deux choses que je veux adresser par rapport à ça. La première, par exemple, c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de gens, on peut avoir beaucoup de gens, on travaille dans la même entreprise, on travaille de 8 heures à 17 heures, mais on n'est pas payé de la même façon. Il y a ceux-là qui sont payés plus et il y a ceux-là qui sont payés moins. Donc, à part le temps que nous sommes en train d'échanger avec de l'argent, il y a la valeur qu'on apporte, n'est-ce pas? Il se peut que le directeur gagne plus que un stagiaire ou plus que quelqu'un d'autre dans l'entreprise, même si les deux
travailles de 8h à 17h. Parce que ça ne s'arrête pas seulement avec les temps. Après, il y a la valeur que tu apportes dans l'entreprise. Donc, ça veut dire que s'il faut sortir du temps, il faut penser à la valeur. C'est-à-dire, plus tu apportes de la valeur, plus tu gagnes de l'argent. Les gens qui sont milliardaires aujourd'hui, qui sont millionnaires, ils ne sont pas millionnaires par rapport au temps qu'ils sont en train de dépenser, le temps qu'ils passent dans le travail. On a tous 24 heures de la journée, n'est-ce pas? Mais il y a certains qui sont millionnaires, il y a certains qui sont milliardaires. Et il y a certains qui sont pauvres. La différence, c'est dans la valeur qu'on apporte, dans la valeur ajoutée. C'est quoi la valeur? Si tu apportes de la valeur à plusieurs personnes, tu gagnes plus. C'est ça. Et le deuxième volet de la chose, c'est quoi? Je ne sais pas. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu en penses. J'ai toujours réfléchi à ça de cette manière. Je me dis, depuis qu'on est né, depuis qu'on est petit, on est enfant, on va à l'école, n'est-ce pas? On va à l'école, je ne sais pas moi, ça dépend de chaque pays, par exemple. Il y a ceux qui vont à l'école de 9h à 15h. Il y a d'autres qui vont de 7h à 12h, de 12h à 17h et trucs. Ça veut dire chaque jour, pendant cette enfance, on se réveille le matin, on va à l'école, on apprend, on rentre. Et j'ai toujours réfléchi, j'ai dit, ça c'est une façon de nous préparer à cette vie où il faut travailler pour quelqu'un. C'est-à-dire que l'école aujourd'hui nous prépare à travailler pour les autres. C'est-à-dire qu'on nous entraîne déjà à se réveiller le matin, à un endroit, s'asseoir et revenir après quelques heures. Et tout le jour, toute l'enfance, jusqu'à ce que tu grandis. Et après l'école, qu'est-ce que tu fais? Tu dois trouver un travail. Qu'est-ce que tu fais? Tu te réveilles le matin, tu vas à un endroit, tu t'assois et tu rentres. Ça veut dire que c'est un système, en fait. C'est un système qui est conçu de cette manière-là. On nous garde, on nous prépare, en fait, à travailler pour les autres, à travailler pour ceux-là qui ont investi, par exemple, dans les entreprises. On va y arriver. Mais ça veut dire que si tu n'arrives pas à comprendre ces systèmes, beaucoup d'entre nous restent piégés dans ces systèmes-là, qui t'a déjà préparé à être un travailleur. C'est ça la mentalité. La mentalité, on nous a préparé à être des travailleurs. Depuis l'enfance, l'école nous prépare à être des travailleurs. C'est peu d'écoles où on apprend aux enfants à créer des entreprises. Peut-être c'est vraiment rare. Tout ce qu'on nous apprend à l'école nous prépare à travailler. Tu vois? Et maintenant, il faut savoir comprendre ces systèmes-là et sortir de ces systèmes. Sinon, on reste piégé dans les systèmes. C'est comme on dit, le film Matrix. Si tu es dans la Matrix, ça veut dire tu dois sortir pour comprendre qu'il y a un autre monde à l'extérieur de ce que j'ai toujours vécu, quoi. Moi, j'ai un avis un peu pas différent, un avis qui peut compléter ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'il y a un système qui est mis en place pour formater un peu les gens à aller à l'école pour travailler pour les autres. En même temps, je me dis, si on décide tous de créer des entreprises, qui va travailler pour nous? C'est la question qui est là. Parce que si on n'est pas en train de faire une sorte d'apologie de l'entrepreneuriat pour dire que tout le monde doit sortir de ce système. Si on décidait de sortir de ce système, ça veut dire que tout le monde sera patron de soi-même. Il faudrait peut-être challenger le système. Au lieu de le changer complètement, bon, c'est une parenthèse qu'on a ouverte, hein. Au lieu de changer complètement le système, il faudrait peut-être le challenger et voir dans quelle mesure, par exemple, changer cette manière de voir les choses où on te formate dès l'enfance, tu vas à l'école pour aller travailler pour quelqu'un. Il faudrait changer cette manière de voir et manière de faire pour que justement permettre au plus grand nombre d'accéder à cette indépendance financière ou à cette liberté financière. C'est ce que je crois. Hein. Non, tu as raison. Ce que je disais, c'est que travailler pour les autres, c'est pas mauvais en soi. Aussi longtemps qu'on a des plans pour travailler pour soi-même aussi. Donc, ce que je voudrais dire par là, travailler pour les autres, c'est pas mauvais. Mais il faut avoir des plans pour soi-même. Parce que sinon, on ne sera jamais libre si on doit travailler pour les autres. Et il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons créer. On ne veut pas tous de la même chose. Si tu dis par exemple, ok, si tout le monde travaillait pour soi, on sera tous nos patrons. C'est pas vraiment comme les choses marchent pas. On aura peut-être, disons que
Il y a un qui sera un chef cuisinier, qui a son entreprise, qui prépare pour certaines personnes, tu vois. Il travaille pour les autres, mais il possède en fait ses business, tu vois, dans ces sens-là. Tu peux travailler, il y a des gens qui travaillent pour Apple qui ont des parts dans Apple. Il y a des gens qui travaillent pour Tesla qui ont des parts dans Tesla. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas seulement pour Tesla, mais ayant des parts de cette entreprise, fait d'eux des propriétaires de Tesla aussi, parce qu'ils ont des parts de ces entreprises. C'est ce sens-là que je parle. En fait, les gens doivent savoir que il faut pas seulement travailler pour les autres, il faut travailler pour soi-même. Quand je travaille chez Tesla et que j'ai les parts de Tesla, en quelque sorte, je travaille aussi pour moi-même. Parce que je travaille pour que mes parts puissent augmenter dans ce sens-là. Et il n'y a pas de limite pour dire que ouais, si tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, il y a toujours de façons de travailler pour soi. Ce n'est pas nécessairement de créer une entreprise, mais de posséder quelque chose. Parce que tu ne peux pas devenir extrêmement riche si tu ne possèdes pas une part de quelque chose qui génère des revenus, de quelque chose qui produit de l'argent. Parce que sinon, tu vas passer toute ta vie à travailler pour gagner de l'argent. Et travailler pour gagner de l'argent, c'est la pire des façons de gagner de l'argent. Ouais. On dit que ceux qui travaillent pour gagner de l'argent ne vivent pas, mais ils survivent. Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est que ça veut dire, on ne peut pas se réveiller du jour au lendemain, on veut travailler pour soi. Ça veut dire qu'il faut planifier. Il y a un plan, ça veut dire, il faut définir qu'est-ce que la liberté financière veut dire pour moi. Par exemple, pour moi, la liberté financière, c'est d'avoir plus de temps avec ma famille, de voyager plus souvent avec ma famille, de passer plus de temps avec eux, de ne pas me soucier trop de l'argent, des trucs. Donc ça, c'est ma définition à moi. Et chacun doit pouvoir définir qu'est-ce que la liberté financière veut dire. C'est quoi le montant? C'est quoi le montant de ta liberté financière? Et si tu lis un livre que j'ai lu, un livre très intéressant de Tony Robbins, le titre c'est Money Master the Game. L'argent maîtrise le jeu. C'est un livre que je recommande. C'est un livre de presque 500 pages, mais c'est vraiment intéressant. Il explique comment est-ce que il faut définir sa liberté financière. C'est-à-dire, c'est quoi le montant? La liberté financière pour toi n'est pas la même chose pour moi. Le montant, ça peut être différent par rapport à nos besoins. On n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes besoins. Il faut savoir définir le goal. C'est quoi le montant? Ça peut être 100 000 $, ça peut être 1 million de dollars, ça peut être 10 millions de dollars. Il faut définir cet objectif clairement. C'est combien j'ai besoin pour être libre financièrement. Et après, c'est mettre maintenant au travail pour gagner ces montants-là, mettre ces montants-là de côté. Il y a beaucoup d'astuces, hein, on va en parler. Il y a beaucoup d'astuces, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour arriver à cet objectif. Mais le premier pas, c'est d'abord définir c'est quoi la liberté financière pour moi. C'est quoi le montant? Parce que la liberté financière, c'est un montant. C'est un montant. Et combien? Combien j'ai besoin pour vivre ma vie pleinement pendant une année? C'est combien? C'est 50 000? Je peux m'acheter des habits, je peux manger, je peux voyager avec ma famille, je peux bien prendre soin de ma famille. C'est quoi le montant annuel que j'ai besoin pour être libre financièrement? Ça veut dire que pour ne pas demander l'autorisation à un patron avant d'aller en congé, pour qu'on ne me demande pas à 10 heures où est-ce que tu es, tu dois être au travail à 8h30 par exemple. Tu vois? Et qu'on ne me donne pas des ordres par exemple. C'est-à-dire c'est quoi ces montants-là? Et comment maintenant je veux le générer sans pour autant travailler pour quelqu'un ou travailler durement. Et c'est là que ça commence. Ça, c'est la vraie question. Comment générer ce montant sans pour autant travailler durement? C'est vrai que moi, je me dis que travailler durement, c'est une étape importante. On doit tous passer par là, à moins que tu sois né dans une famille où on t'a tout légué, tu as hérité de beaucoup d'argent. Mais si tu as commencé dans une famille normale, bon, quand je dis normale, je fais allusion à une famille d'une classe moyenne, pas pauvre, pas riche, mais vraiment une classe moyenne. On est tous obligés de passer par là. On est tous obligés de passer par l'étape de survie où tu dépends entièrement de ton salaire. Si tu travailles quelque part, tu travailles dur et peut-être qu'il faut à un certain moment décider de passer à l'étape supérieure. Et donc la question, comment tu passes à l'étape supérieure? D'après toi, quel est le conseil que tu peux donner aux gens qui sont à une étape de survie et dépendent d'une seule source de revenus et qui veulent passer à l'étape, par exemple, de stabilisation, où ils ne sont pas obligés de dépendre totalement de leurs revenus ou dépendre totalement d'une seule
source de revenus. Ouais, donc je pense qu'il y a beaucoup d'exemples. On commence toujours quelque part, n'est-ce pas? Même Jeff Bezos, à une époque, l'homme le plus riche du monde, fondateur d'Amazon, par exemple, il a d'abord travaillé pour un patron. On commence toujours quelque part, mais c'est la vision qui définit la chose. C'est la vision qui définit les futurs. Il faut avoir cette vision-là. C'est vrai que là où je suis actuellement, je dois travailler pour survivre, mais il faut que je puisse préparer l'avenir. C'est quoi la vision? Donc, après avoir défini ces objectifs clairement, ça veut dire c'est quoi le montant dont j'ai besoin annuellement pour vivre la vie que je rêve, ma vie de rêve. Il faut faire un budget. Hein? Il faut faire un budget. Beaucoup de gens dépensent de l'argent sans pour autant même savoir dans quoi ils ont dépensé cet argent. Ça, c'est vrai, hein? Ouais, beaucoup de gens font ça. Surtout en Europe, tu vas te rendre compte que quand les gens sont payés, c'est 5 jours maximum pour qu'ils n'aient plus de l'argent. Ils n'ont plus rien. Ils payent toutes les factures qu'ils ont, ils achètent ce qu'ils ont acheté, ils n'ont plus rien et ils attendent la fin de l'autre mois pour vivre encore, pour être payés encore. En fait, c'est la vie de beaucoup de gens. Des recherches qui sont faites, par exemple, aux États-Unis, ça a démontré que plus de 80% des Américains, ils n'ont pas 1000 $ dans le saving. Ils n'ont pas 1000 $ gardés quelque part. Ah bon? Ouais, mais les salaires moyens aux États-Unis, c'est 40 000, 35 000, 40 000 $ par an. Ouais. Mais le système est conçu de la sorte que tout ce qu'on te paye, tu dois le dépenser. Parce que c'est le consumérisme, c'est ça l'économie. L'économie de l'Angleterre, l'économie des États-Unis, c'est le consumérisme. C'est-à-dire, vous devez dépenser de l'argent pour que l'économie puisse survivre. C'est-à-dire que le système est conçu de sorte que peu importe tu as l'argent, tu vas le dépenser. Comment ils le font? Ils le font par exemple le système de crédit. On vous donne des crédits. Ces crédits, vous payez avec intérêt pour acheter des choses que vous ne pouvez pas vous offrir parce que c'est plus cher par rapport à votre salaire. Ouais. Vous avez par exemple de mortgage. Vous avez par exemple mortgage, c'est quoi? Je ne sais pas en français comment je vais dire ça. Tu vas par exemple à la banque pour acheter une maison. Mais crédit maison, ouais. Crédit maison, par exemple, pendant 30 ans. Pendant ces 30 ans, tu vas payer en intérêt de ces paiements, c'est plus de 30% de la somme de la maison que tu dois payer en intérêt seulement. Tu vois? Ça veut dire que le système est conçu pour te récupérer tout l'argent qu'on t'a payé. Parce que quand tu reçois de l'argent, quand on te paye, tu dois payer tout le crédit que tu as et tu te retrouves que tu n'as plus d'argent avec toi. Tu as besoin encore de plus de crédit, plus d'argent, plus de crédit, plus de dettes. Tu restes dans le cycle. C'est le cycle qui continue. Tu vas voir, il y a des gens qui ont travaillé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils n'ont rien à montrer par rapport à ça, par rapport au travail qu'ils ont fait. Parce que c'est un système. Et donc, c'est important de budgétiser, de savoir, OK, voilà les entrées, voilà les sorties. Quelles sont les entrées, quelles sont les sorties, OK? Et essayer maintenant d'évaluer entre ce qui est vraiment un besoin ou c'est juste quelque chose que je veux, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire pour avoir cette liberté financière. C'est-à-dire qu'il y a des sacrifices à faire aujourd'hui pour avoir cette liberté financière demain. Par exemple, priver de certaines histoires qui ne sont pas vraiment une nécessité, tu vois. Tu ne peux pas voir ces choses si tu ne budgétises pas. Si tu ne fais pas un budget pour voir, ah, OK, je vois ça sur le budget, mais non, ça, c'est pas important, je peux enlever ça. Ça, c'est pas important, je peux enlever ça. Tu vois, beaucoup de gens ne budgétisent. Il y a beaucoup d'applications qu'on peut utiliser sur le téléphone. Moi, j'utilise par exemple une application qui s'appelle, Snoop. Snoop, comme Ça Snoop s'appelle Dogg. Oui, comme Snoop Dogg. Ça s'appelle Snoop. C'est une application intéressante, mais il y en a beaucoup. C'est une application, je crois que les gens en dehors dans l'Angleterre peuvent l'utiliser aussi, mais c'est une application vraiment conçue pour l'Angleterre. Mais il y a beaucoup d'autres applications de budget sur iPhone ou Android, où tu peux inscrire ton income, ce que tu gagnes, et toutes tes dépenses. Tu as cette visualisation, tu peux visualiser. Et c'est comme ça va te permettre de commencer à couper les dépenses inutiles et pour investir cet argent-là pour notre liberté financière. Ouais. Faire un budget, c'est important. Et moi, j'ajouterais à cela le fait de toujours suivre où va l'argent. C'est vrai que quand tu fais un budget, tu te dis, OK, les entrées, c'est, je dis n'importe quoi, 5 000 $ par mois. Et les sorties, c'est, je dis n'importe quoi, 2 000 $ par mois. Maintenant, dans les 2 000 $ là,
tu dois suivre où vont les $2000. Par exemple, le loyer, imagine, tu payes par exemple $500 pour le loyer. Tu dois vraiment suivre comment cet argent a été dépensé de manière vraiment systématique. Avant, moi, bon, j'étais un peu, j'étais pas très regardant avant, surtout au début de ma carrière. J'étais pas très regardant dans le suivi des dépenses. Il faut faire le Mhm, budget, mais il faut aussi faire le suivi des dépenses. mhm. Chaque facture reçue pour chaque dépense faite doit être suivie et gardée quelque part. Et depuis quelques années, j'ai mis en place un système où, quand je vais faire des achats, je garde les factures et généralement les achats au début du mois, les courses. Et puis à la fin du mois, je fais le point. Je regarde, OK, où est allé l'argent? Je regarde toutes les factures. Exactement, sur ton point là, c'est un point important. Euh, euh, il faut diminuer les dépenses et arrêter de dépenser là où c'est pas vraiment nécessaire. Parfois, on dépense pas parce qu'on désire quelque chose, mais nos désirs ne sont pas nécessairement nos besoins. Une nécessité. Voilà, c'est pas Mhm. nécessairement nos besoins. Il faut faire la différence entre un besoin et un désir. Et donc, les désirs, ce qu'on sacrifie dans nos désirs, il faudrait le réaffecter dans l'épargne. Donc, tout ce qu'on accepte de sacrifier, on doit épargner. Donc, juste pour résumer ce que tu viens de dire, la première étape, c'est vraiment de, de- d'épargner. Définir les objectifs. Oui, La première étape, c'est définir les objectifs clairement. C'est définir quoi le montant? c'est quoi le C'est montant, quoi? Et la deuxième étape, c'est d'établir un budget. établir un budget. Le budget, on a parlé des applications. Il y a des applications qui utilisent l'intelligence artificielle, comme Mhm. celui dont j'ai parlé, Snoop, par exemple. Ça peut te dire, ça te fait un résumé, en fait, chaque fin du mois, Ouais. chaque semaine. Ça te dit, par exemple, voilà là où tu as dépensé de l'argent. Tu peux les lier directement à ta carte bancaire Mhm. et ça reçoit les données de ta carte automatiquement pour te dire voilà où va l'argent. Par exemple, carburant, transport, voilà ce que tu as dépensé. Supermarché, voilà ce que tu as dépensé. Ça te permet d'avoir un overview de tes dépenses et ce qui te permet en fait de pouvoir établir où est-ce que je dois couper les dépenses. Ouais. Qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est juste un désir. Et qu'est-ce que je peux m'en passer, qu'est-ce qui est vraiment important que je dois faire maintenant. Parce que la liberté financière, il y a un prix à payer, il y a un sacrifice à faire maintenant. Et ces sacrifices, ça ne veut pas dire que tu dois te priver de choses qui sont des nécessités. C'est simplement dire des choses qui sont simplement des désirs, des choses que tu peux t'en passer. Il faut le laisser partir, il faut le laisser aller pour avancer dans la Ouais. direction. Ouais. J'étais en train de chercher l'application Snoop pendant que tu parlais, mais bon, Mm. j'arrive pas à trouver ça ici. Peut-être parce que je suis pas en Angleterre comme toi, Ouais, mais j'imagine. tu peux juste taper budget, Mhm. application budget, tu vas trouver, il y en a plusieurs. Il y en a Ouais. plusieurs qui te permettent vraiment de gérer, de suivre tes dépenses, d'avoir cet overview. Ouais. Oui, c'est très important, hein. C'est des outils qui sont très utiles pour ceux qui n'ont pas la discipline financière. Et la troisième étape, en fait, c'est d'augmenter ses revenus. Mhm. Augmenter ses revenus. Euh, Comment augmenter ses revenus? Au début, on a parlé du temps. On nous paye par rapport au temps qu'on échange avec l'argent, mais c'est aussi plutôt la valeur qu'on apporte dans l'entreprise. Parce qu'on peut être tous là dans une entreprise, on travaille de 9 heures à 17 heures, mais on n'est pas payé de la même façon. Donc, ce n'est pas le temps qui définit l'argent qu'on nous paye, mais c'est la valeur qu'on apporte à l'entreprise. Mhm. Donc, si on veut augmenter ses revenus, la première des choses qu'il faut augmenter, c'est la valeur qu'on apporte à l'entreprise. Et comment tu augmentes ta valeur? Il faut développer des compétences des gens qui sont très bien payés. Par exemple, on sait que les avocats, euh, les informaticiens, les docteurs, médecins, ils sont parmi des catégories de gens qui sont très bien payés. Ça veut Mhm. dire qu'il faut poursuivre des carrières de gens qui sont très bien payés, augmenter sa valeur, par exemple, par rapport aux compétences. Tu peux être dans une entreprise, par exemple, où vous fabriquez, je ne sais pas moi, vous fabriquez des cartons, par exemple. Je sais pas. Toi, tu es, par exemple, dans l'usine, vous fabriquez des cartons. Mais essaye de voir tout autour de toi, que font les autres, ceux qui sont plus payés, ceux qui sont payés plus que moi. Quels sont leurs apports, par exemple? Est-ce que je peux apprendre ces compétences, n'est-ce pas? Est-ce que je peux apprendre ces compétences-là pour que je puisse amener plus de valeur et pour que je puisse être bien payé? Ça, c'est A. Et de l'autre côté, il y a chercher, par exemple,
changer d'emploi. Et il a été démontré que beaucoup d'augmentation des salaires, c'est passe quand on change d'emploi, n'est-ce pas? Tu peux être dans un emploi où on te paye un salaire, mais si tu changes d'emploi, tu trouves un autre emploi, tu as la possibilité de négocier ton salaire à la hausse. Une façon d'augmenter son salaire, augmenter ses compétences ou bien changer d'emploi, trouver un autre emploi. Ouais. Une autre solution, par exemple, pour augmenter ses revenus, c'est ce qu'on appelle en anglais side hustle. Side hustle, ça veut dire, je suis en train de travailler, j'ai un boulot où on me paye, par exemple, à la fin du mois, mais à côté, je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train d'essayer de faire quelque chose. Peut-être ça peut être dans le freelance. On a parlé de freelance la semaine passée. Par exemple, vous avez des plateformes comme Fiverr, Upwork, freelancers.com. Ces plateformes, tu peux juste aller, t'enregistrer, créer un compte, dire par exemple, OK, je suis capable de fournir tel service. Et les gens qui ont besoin de ton service peuvent te contacter et tu fournis les services en ligne ou ça peut être aussi physique, mais la plupart du temps, c'est en ligne. Tu as quelque chose à côté du travail que tu fais où tu as un salaire, tu as ces side hustle qui te permet de gagner un peu plus aussi. Une autre façon d'augmenter ses revenus. Mais la clé, c'est toujours de ne pas arrêter d'apprendre, d'augmenter ses compétences dans n'importe quel domaine. À travers les cours, à travers, je sais pas, peut-être retourner à l'université, suivre un cours, suivre un séminaire, de ne pas arrêter d'apprendre. Parce que plus on apprend, plus on a de la valeur à donner. Et plus on a de la valeur à donner, plus on a de l'argent à gagner. Ouais, c'est intéressant. Tu viens de dire qu'il faut vraiment augmenter ses revenus. Moi, j'ai une question, c'est par rapport à la priorisation. Parce que on est en train de parler de vraiment atteindre la liberté financière. Qu'est-ce qu'il faut prioriser d'après toi? Est-ce qu'il faut prioriser l'augmentation des revenus ou prioriser la réduction des dépenses pour atteindre la liberté financière? En fait, ce sont des choses qui vont ensemble. Ce sont des actions qui doivent aller ensemble. En même temps, on diminue les dépenses inutiles et on vit en dessous de nos moyens. Et en même temps, on essaye d'augmenter nos revenus. Il y a un livre intéressant, Millionaire Next Door, les millionnaires à côté, mon voisin millionnaire. Dans ce livre, on explique que la majorité des millionnaires vivent en dessous de leurs moyens. Ils achètent des voitures en seconde main, ils achètent certaines choses en seconde main parce qu'ils essayent d'économiser leur argent et mettent plutôt leur argent dans des investissements au lieu de les dépenser dans des voitures de luxe, voitures neuves, acheter des voitures de seconde main. Et tu vas te rendre compte que la plupart des gens qui ont beaucoup d'argent vivent en dessous de leurs moyens. Ouais, c'est vrai. Donc, ce sont des actions qui vont de pair. On diminue les dépenses tout en augmentant nos revenus, tout en essayant d'augmenter les revenus. Donc, ça va de pair. On le fait en même temps. Oui, Okay. donc on le fait en même temps. OK. Tu viens de parler de l'épargne. Certes, l'épargne est très importante. Et moi, je me dis que pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce niveau de faire des investissements, ils se concentrent encore sur l'épargne parce que peut-être qu'ils n'ont pas encore répondu à leurs besoins primaires. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui veulent investir? Quelqu'un qui est débutant dans l'investissement et qui n'a pas peut-être beaucoup d'épargne, qu'est-ce qu'il peut faire pour investir? Ouais, donc ça nous amène d'ailleurs dans notre point 4. La quatrième étape, en fait, c'est d'investir, c'est d'épargner et d'investir sagement. Donc, la fois passée, on a parlé de The Richest Man in Babylon. Tu m'avais dit d'ailleurs que tu dois lire ces livres-là. Le fameux livre. J'ai essayé de te résumer. Ouais. J'ai essayé de te résumer, en fait, les fameux livres de l'homme le plus riche de Babylone. Et cette personne est salarié, tu vois, était un salarié qui travaille pour quelqu'un, mais il avait compris quelque chose, un secret qui est d'épargner toujours un pourcentage de ses revenus, d'épargner toujours un pourcentage de ses revenus, parce que tu ne peux pas tout dépenser. C'est le même concept. Par exemple, un fermier qui plante le maïs à la récolte, il va pas manger tous les maïs ou il va pas vendre tous les maïs. Il doit garder une partie
planter, n'est-ce pas? Pour planter. Et la plupart Ouais. d'entre nous, on consomme tout le revenu. C'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que, ouais, je cueille le maïs, je le mange tout. Je mange tout. Je ne garde rien pour planter plus tard. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les résultats? La prochaine fois, je n'aurai rien parce que je n'ai rien planté. Donc, c'est ça, c'est le même concept. Il faut toujours garder un pourcentage. Maintenant, ça dépend de chacun. Il y a ceux-là qui peuvent épargner 5% par rapport aux dépenses qu'ils ont. Il y a ceux-là qui peuvent épargner 10%, 15, 20, mais ça doit être une discipline. C'est-à-dire, c'est combien tu te décides, c'est combien je dois épargner chaque fin du mois. Ou peut-être c'est pas fin du mois. Certains ne sont pas payés chaque fin du mois. Certains sont payés par semaine, par exemple, ou par jour. Mais c'est combien je dois épargner par rapport à mon revenu. Et définir ce pourcentage clairement, n'est-ce pas? Et, et Ouais. investir cet argent. Parce que épargner, c'est juste la première étape. Tu peux pas épargner et garder de l'argent assis à la banque, on ne fait rien. L'inflation consomme cet argent. Parce que chaque année, il y a l'inflation, l'argent perd le pouvoir d'achat. Pas parce que tu l'as Mhm. gardé dans la banque. On a des banques, par exemple, qui te payent 2%, je sais pas moi, 1% ou 0%, par exemple, d'intérêt par rapport à l'argent que tu as gardé à la banque. Mais ce n'est pas assez. Donc, il faut investir. Et pour investir, il y a beaucoup de moyens d'investir. On peut investir dans la bourse, le stock market. On peut investir dans les cryptos. On peut investir, par exemple, dans une entreprise personnelle qu'on veut créer. On peut investir dans cette entreprise-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de façons maintenant d'investir l'argent, mais ça doit être un investissement réfléchi. Ça veut dire que ça doit être un investissement planifié parce que c'est de l'argent durement gagné. Il ne faut pas investir dans des choses pour perdre cet argent-là, tu Oui. vois. Il y a- Donc, l'épargne et l'investissement vont de pair. Oui. Tu viens de dire quelque chose d'intéressant, c'est l'investissement dans des entreprises. Quelqu'un Mm. qui se trouve, par exemple, au Congo, en RDC, et qui a des revenus récurrents et qui gagne bien sa vie, et qui est intéressé, par exemple, à investir dans une entreprise comme Apple. Quelles sont les étapes qu'il peut suivre pour y arriver? Ouais, est-ce que ça concerne seulement certains pays? Est-ce que certains pays sont, par exemple, blacklistés ou est-ce que c'est ouvert à tout le monde? En tout cas, ça, c'est une bonne question. Je suis pas très sûr. Il y a certains pays en Afrique qui ont accès. Il y a d'autres qui n'ont pas. Par exemple, la RDC, d'abord, c'est déjà un problème pour utiliser même PayPal à cause des blanchiments d'argent et trucs. Il y a beaucoup de raisons et trucs. En tout cas, je ne sais pas. Mais il y a des applications. Il y a des applications comme eToro, par exemple. Mm. eToro, c'est eToro. eToro. C'est une application qui est aussi maintenant dans certains pays d'Afrique où tu peux ouvrir un compte. Ça te donne, ce sont des applications qu'on appelle des brokers. Yeah. Ce sont des applications qui sont des intermédiaires pour acheter des parts dans des entreprises. Il y a eToro, par exemple, pour le stock, pour le crypto aussi. On peut utiliser eToro. Il y a Coinbase. Il y en a beaucoup. Il y a Binance qui est aussi en Afrique, qui travaille au Nigeria, en Afrique du Sud. Je sais pas. Et toi, je crois il y a aussi des applications, mais il faut chercher. Je suis pas sûr pour la RDC, c'est quelle application qu'ils peuvent utiliser, mais ça, ce sont des moyens qui sont là, qui sont disponibles. Mais même pas seulement ça, il y a beaucoup de plateformes, par exemple, en concernant le crypto, il y a beaucoup de plateformes, les plateformes décentralisées, ça ne dépend même pas d'un pays. Donc, tu peux créer un compte là-bas, lier ta carte bancaire et acheter, par exemple, des cryptos ou quoi, Bitcoin, Ethereum, tous ces genres de choses. Oui, crypto, là. Tu sais, moi, j'ai toujours hésité d'investir dans la crypto-monnaie parce que, bon, j'entends des témoignages du genre, non, c'est des arnaqueurs, blablabla. Moi, je suis un peu curieux de savoir quelle a été ton expérience. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'investir sur ces plateformes-là? Et si c'est le cas, comment ça se passe concrètement? Ouais, investir, c'est quelque chose, par exemple, moi, je m'étais dit, je ne vais pas me lancer dans l'investissement avant que je puisse comprendre comment ces choses marchent. Mm. N'est-ce pas? Beaucoup de gens se lancent sans pour autant comprendre. C'est pourquoi je t'ai parlé de ces livres-là, Money Master the Game, Mm. de Tony Robbins. J'ai eu à Ouais. lire ces 500 pages pour comprendre, en fait, comment est-ce que l'investissement euh, marche. Et c'était en 2020, en fait, que j'ai commencé à investir dans le marché boursier, dans le stock market, si tu veux, pendant la COVID. Et j'ai commencé à investir
le même jour où j'ai fini ces livres. Parce que pour moi, c'était une obligation. Je dois d'abord comprendre comment ces choses marchent avant de me lancer. J'ai compris que c'était des choses très simples. Il faut trouver un broker qui est une plateforme, comme j'ai parlé de eToro, Coinbase, il y en a beaucoup. Vous pouvez faire des recherches sur Internet. Ou sinon, on peut ajouter d'autres dans les commentaires. C'est très simple. Tu crées un compte et tu fais un dépôt. Tu déposes, par exemple, 100, 200, 300, tout ce que tu veux dépenser. Et après, tu achètes. Par exemple, tu achètes les parts d'Apple ou les parts de Tesla. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est que beaucoup de gens veulent devenir riches du jour au lendemain. Et ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que quand tu investis dans le marché boursier, tu investis pour le long terme. Dans le long terme, les marchés augmentent toujours. Les marchés peuvent descendre. Ça monte, ça descend tout le jour. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais dans le long terme, ça monte toujours. OK? Donc, ça veut dire que c'est un investissement d'intérêt composé. Donc, il y a même cette parole dite par Albert Einstein qui a dit l'intérêt composé, c'est la 8e merveille du monde. Parce que l'intérêt composé, c'est quand j'investis. Prenons un exemple, c'est SP500, SP500. SP500, c'est la liste de 500 entreprises publiques aux États-Unis, 500 meilleures entreprises publiques aux États-Unis. OK? Depuis 1929 jusqu'à aujourd'hui, les SP500, c'est quoi? Ça veut dire que si j'achète, par exemple, les SP500, j'ai dit ça en français, SP500. Je vais le dire en anglais, c'est plus simple. SP500. Si j'achète les SP500, ça veut dire c'est comme si j'achète les 500 meilleures entreprises des États-Unis. OK? Depuis 1929 jusqu'à aujourd'hui, chaque année, ça augmente en moyenne de 10%. En moyenne de 10%. Chaque année, depuis 1929, en moyenne. Il y a des années où ça fait 30. L'année passée, c'était 20 et quelques. 20 quelques ou 30. 2023, c'était aussi dans les 30%, par exemple. L'intérêt composé, c'est quand tu investis, tu laisses ton argent là-bas. On n'investit pas l'argent dont on a besoin le lendemain. On investit pour le long terme. Donc, si tu investis chaque année, 10%, 10%, 10%, 10%, l'intérêt composé, ton argent augmente. Et par exemple, il y a des calculettes, par exemple, sur Internet où tu peux calculer combien tu peux investir par mois pour qu'à un certain âge, tu puisses devenir millionnaire. Juste à investir dans les SP500. On te dira, par exemple... Ouais. Justement, il y a une question qui me taraude un peu l'esprit. Si aujourd'hui, puisqu'on est en train de parler de long terme, si aujourd'hui, quelqu'un décidait d'investir, je dis n'importe quoi, 10 000 dollars aujourd'hui, il investit 10 000 dollars, il les distribue un peu dans plusieurs de ces entreprises qui sont dans le SP500. Maintenant, il attend peut-être 20 ans ou 30 ans. À quoi ressemblerait son retour sur investissement, sachant que l'investissement initial est de 10 000 dollars? Par exemple, ça, c'est eToro, OK? OK. C'est eToro. Ça, je ne vous montre pas. Ça, ce n'est pas mon compte réel. Ça, c'est un compte virtuel. Parce que tu as la possibilité, quand tu crées un compte, on te donne un compte virtuel. Par exemple, on te donne 100 000 dollars dans un compte virtuel pour que tu puisses t'entraîner, pour que tu essayes d'acheter des trucs, pour voir comment est-ce que ça marche. Tu vois, j'ai ces comptes depuis 2020, ces comptes virtuels. Et on m'avait donné 100 000 dollars pour investir depuis 2020. Et aujourd'hui, tu peux voir la totalité, c'est combien maintenant? J'ai transformé les 100 000 à 561 000 dollars. OK? Ça veut dire que si c'était 10 000, je l'aurais transformé en 56 000 dollars. En fait, ce sont des choses, ce sont des positions que j'ai achetées depuis 2020. Je ne lui touche pas. Okay. C'est comme ça que tu vois. Et c'est moi, si avec Trump, avec les tarifs et qu'on sort, les marchés est en baisse à cause de sa politique et trucs. C'est pourquoi tu vois, normalement, il y avait plus de 700 000 ici. Donc, tu vois comment est-ce que tu peux maximiser. Ça veut dire, c'est simple. Par exemple, tu es là, c'est ton compte, tu auras un compte comme ça. Tu vois, par exemple, watchlist, tu peux chercher, par exemple, disons, je vais acheter Tesla, je peux chercher Tesla est là, je vois Tesla, je peux juste sélectionner, j'ai dit, par exemple, OK, je vais acheter Tesla pour 5 000 dollars ou 500 dollars, ça dépend. Et je clique sur acheter. C'est aussi simple que ça. Ça t'achète directement le part de Tesla, ça le met sur ton compte.
désormais, tu as les parts de Tesla. Donc, si je te montre, par exemple, ici, tu peux voir que j'ai investi, par exemple, sur Starbucks. C'est une entreprise Starbucks, je crois que tu connais. Ouais. Par exemple, j'ai acheté le 24 juillet 2024. J'ai acheté cette position le 24 juillet 2024. Combien j'ai investi? Je ne sais même plus combien j'ai investi. Mais voilà le profit que ça fait. Ça te fait 21 000 $ de profit. Okay? Juste acheter le 24 juillet jusqu'aujourd'hui. Voilà, ça te fait 21 000 de profit. Je crois que j'avais acheté pour 10 000. Oui, j'avais acheté pour 10 000. Non, je peux voir ça ici. Je peux avoir. Ouais, invested. Tu vois, tu peux voir combien tu as investi. J'ai investi 9 900, donc 10 000 $ et tu gagnes 21 000. Plus les 10 000 que tu avais investi, tu as un total de 31 000 là. Tu vois? Et c'est comme ça, tu peux acheter plusieurs entreprises. Ça monte, mais avec le temps, ça monte toujours. Tu peux voir, j'ai par exemple Bitcoin. J'avais acheté de Bitcoin juillet 2024. J'ai acheté pour 6 000 $. Voilà le profit. Maintenant, c'est 6 000 $ de profit. Donc, ça, c'est juste le virtuel. Même si tu ne vas pas investir d'abord, tu peux toujours créer un compte, utiliser le truc virtuel, essayer de voir comment ça marche, essayer d'investir pour voir comment est-ce que ça marche. Disons maintenant, par exemple, disons que si je veux voir combien est-ce que je peux gagner, par exemple, c'est une calculatrice d'investissement, n'est-ce pas? On me pose la question, combien tu veux investir directement? Disons que je dis, je peux investir 1000 pounds. Combien tu veux commencer à investir chaque mois? OK? J'ai dit, je veux commencer à investir 200 pounds par mois. Combien de temps tu veux rester investi? Disons que je dis, OK, je vais rester investi pendant 10 ans. Combien ça va faire à la fin? Tu vois? Ça veut dire que si je commence un investissement de 1000 pounds aujourd'hui et je continue à investir 200 pounds, on peut prendre ça en dollars, 200 $ chaque mois pendant 10 ans, OK? Et si je gagne seulement 5%, OK? Alors, je t'ai dit que le SP500, c'est 10%. Donc, si j'investis dans le SP500, je calcule, voilà. À la fin de ces 10 ans, en investissant seulement 200 pounds par mois, j'aurai un retour de 38 000 pounds. 38 000 pounds, c'est à peu près 45 000 $. Et dans les 10 ans, j'aurais investi 25 000 pour gagner 13 000 et quelques. Tu vois? Et ça dépend. Tu peux être agressif. Tu dis, OK, moi, je vais commencer à investir 500 par mois. Voilà le retour pour 10 ans. Et si, par exemple, tu investis pour la retraite, disons, par exemple, je veux me retraiter dans 25 ans. J'investis, par exemple, les prochaines 25 ans. Je vais juste commencer à investir 500. Disons que je commence par un investissement initial de 0. Je vais juste commencer à investir 500 par mois. Et dans 25 ans, à 8%, voilà le retour. J'aurai dans les 475 000. Beaucoup de gens aujourd'hui peuvent se permettre d'investir 500 $ à côté pour les 25 ans à venir. Ouais. Donc, c'est intéressant. Si jamais tu décidais, parce que tu connais les Africains, beaucoup d'Africains comment ils sont, ils ne peuvent pas nécessairement être disciplinés dans l'investissement mensuel d'un montant spécifique. Là, tu as donné l'exemple d'un montant de 500 pounds ou de 200 pounds que tu mets de côté chaque mois. Et si jamais tu sautais, par exemple, ou tu oubliais d'aller sur la plateforme et que tu manquais d'investir pendant 2-3 mois, qu'est-ce qui peut arriver? rien ne va arriver. Ça dépend juste de combien de ta contribution, ce que tu contribues et ce que tu vas gagner. Donc, ça, c'est juste un exemple. C'est-à-dire que c'est à toi simplement de diviser. Si tu rates 3 mois, par exemple, quand tu divises, ça va te faire combien par mois en une année, par exemple. Donc, ça, c'est juste... les calculatrices, quand tu en trouves sur Internet, il y en a beaucoup. OK. Il y en a beaucoup. Ça, c'est vraiment conservatif. C'est un investissement de manière conservative où tu prends moins de risques. Mais tu peux aussi prendre plus de risques dépendant de ton âge. Ça dépend de ton âge. Si tu es plus jeune, tu peux prendre plus de risques par rapport à ça. Je vois. Tu vois? C'est intéressant. Pour ceux qui doutaient encore d'investir, je crois que David peut donner de bons conseils. Peut-être que tu peux aussi partager les liens que les gens peuvent aller voir, sur lesquels les gens peuvent cliquer pour investir.
Ouais, il y a eToro. On a parlé de eToro, par exemple. On a parlé de eToro. On a parlé, il y a Coinbase. Il y a Coinbase qui te permet d'investir dans le crypto, par exemple. Il y a Binance qui te permet d'investir aussi dans le crypto. Par Mhm. exemple, là où tu peux acheter Bitcoin et trucs. Il y a, ici en Angleterre, on a Trading 212, qui est aussi un broker. Donc, tu vois, tu peux acheter les stocks instantanément. Alors, tu peux acheter les stocks de Tesla, tu peux acheter tous les stocks que tu veux. Par rapport à combien? Tu peux acheter même pour 25, même pour 10 pounds Mhm. ou 10 dollars. Si ça ne dépend que de toi. Wow, wow. Est-ce que tu vois cette tendance en Afrique? Je veux dire, d'après toi, est-ce que tu vois cette tendance venir en Afrique de plus en plus? Moi, je suis en Je Afrique, pense que j'entends souvent ouais. parler de crypto-monnaie, mais un peu moins de l'investissement. Est-ce que tu penses que c'est une tendance qui peut prendre de l'ampleur Tu sais, dans les années qui viennent? moi, j'ai été au courant de Bitcoin depuis 2010. Bitcoin a été créé en 2008. Moi, j'étais au courant de Bitcoin depuis 2010. Ça coûtait encore dans les dizaines de dollars. Et un Bitcoin a atteint juste la valeur de 100 000 dollars. Ça veut dire qu'un dollar investi dans le Bitcoin, ça coûtait par exemple un dollar à l'époque. Ça t'est fait dans les 100 000 dollars aujourd'hui. Mhm. Mais j'étais en Afrique et je n'avais pas cette possibilité d'investir. J'ai cherché des moyens pour investir, pour acheter le Bitcoin parce que j'ai découvert ça lors d'une conférence. On a parlé des Bitcoins, que c'était quelque chose qui va devenir très grand à l'époque. Mais en étant en Afrique, j'avais pas la possibilité d'investir ou d'acheter, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est aussi aux politiciens, au gouvernement, de créer des structures, de créer euh, cet environnement qui permet au peuple d'avoir accès, par exemple, à des opportunités pareilles. Par exemple, les entreprises comme eToro, pourquoi ne pas les amener dans votre pays? Coinbase, pourquoi ne pas les inviter dans le pays pour permettre aux citoyens d'investir, de prendre part dans le marché mondial, de prendre part et dans des investissements, par exemple, dans des entreprises comme ça. Ça veut dire, mais je pense que la plupart de nos dirigeants, de nos politiciens, ce sont des choses qui ne leur intéressent pas, peut-être parce qu'ils ont accès à ces genres de choses en Europe ou euh, avec d'autres moyens, tu vois. Mais aussi, c'est une histoire de l'information. C'est quoi l'information que les gens ont? Tu vois, beaucoup de gens n'ont pas cette information, ne savent pas. Et même ici en Europe, hein, t'inquiète, même ici en Europe, il y a des gens qui savent pas, qui peuvent investir dans des plateformes comme ça, que des plateformes comme ça existent. Donc l'information, elle est importante. Oui, comme quoi il faut toujours avoir accès à cette information pour prendre les bonnes décisions d'investissement et d'épargne. Mhm. Ouais. En tout cas, ça a été une conversation intéressante. J'espère que ceux qui nous ont suivis ont tiré de bonnes leçons. Est-ce que tu as un conseil, un mot de la fin pour ceux qui nous suivent? Je pense il faut rechercher l'information. Même la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et c'est important de chercher l'information parce que souvent l'information ne va pas toujours venir vers toi. Et Il faut chercher l'information. Il faut lire des livres. Il faut suivre les infos. Je sais pas moi, assister au séminaire, suivre des choses. Par exemple, il faut chercher l'information. Il faut aller chercher l'information parce que une simple information peut changer le courant de ta vie. Tu vois, ça, c'est l'éducation financière. Elle est très importante. ouais, Et il faut aller les chercher. Parce que à l'école, souvent, on nous enseigne pas ces choses parce qu'on veut pas te donner cette liberté pour que tu ailles voler de tes propres ailes. Parce que le système est conçu de sorte que on a besoin de toi. Tu dois entrer dans le système. Tu dois travailler pour le système. Tu vois? Et souvent, ce sont des informations qu'on te donne pas, à moins que tu ailles les chercher toi-même. Et ce sont des choses, il faut rechercher l'information. Donc, c'est tout ce que je peux dire. ouais. En tout cas, merci beaucoup, David, pour tes précieux conseils et toute ton expérience partagée au cours de cet épisode. Et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Peut-être qu'on va continuer à parler de l'argent parce que c'est un sujet important qui touche toutes les couches sociales, hein, que tu sois au début de ta carrière ou en transition de carrière ou même en fin de carrière, surtout pour la retraite. Je crois qu'il faudrait qu'on parle aussi de retraite. Comment préparer sa retraite déjà quand on est au début de carrière. C'est important d'y penser déjà. Je crois que tu as déjà commencé à parler de l'investissement, de l'épargne, mais il faut qu'on pense aussi à la retraite pour ceux qui croient à la retraite. Parce que il y a des gens qui ne croient pas en la retraite, ils croient qu'ils peuvent
travailler jusqu'à au-delà de 60 ans, au-delà de 70 ans. Donc, encore une fois, merci pour cette conversation intéressante. Super, Jean-Marc. On continue la conversation dans la séance prochaine.